Bonjour, dans cette vidéo, on va voir un petit peu le chapitre 4 du système management qualité selon le référentiel ISO 9001 version 2015. C'est le premier chapitre du High Level Struct qui est exigeant et donc il est constitué de quatre parties, le 4.1, 4.2, 4.3 et 4.4. Ça entre dans la phase planification du cycle PDCA, appelé également roue de Deming, Plan, Do, Check, Act, ou en français planifier, réaliser, vérifier, contrôler. Et donc ce chapitre, c'est pour la compréhension du contexte général de l'organisme. Premièrement, il faut déterminer les enjeux internes et externes de l'organisme qui influence sa finalité, son orientation stratégique, en prenant en considération les enjeux politiques, économiques, sociaux, environnementaux, technologiques et légaux. On peut ajouter même l'aspect financier. Donc, c'est l'analyse PESTEL connue plus F. Et donc, on peut la combiner avec l'analyse SWOT pour déterminer les enjeux internes et externes. Les enjeux internes, ce sont les forces et faiblesses, appelées en anglais strengths and weaknesses. Ce sont les deux premiers initiales de l'analyse SWOT. Et donc, pour les enjeux externes, on a les opportunités et menaces, appelées également en anglais opportunities and threats. Une fois déterminés les enjeux internes et externes, il faut les surveiller et les passer en revue lors de la revue de direction parce qu'ils peuvent changer. Et donc, on doit rester vigilant sur ce point. Donc, on a maintenant vu les deux premières exigences du sous-chapitre 4.1 du chapitre 4. On passe vers le 4.2 qui est les besoins et attentes des parties intéressées pertinentes. Premièrement, il faut savoir que veut dire les parties intéressées. Les parties intéressées, selon l'ISO 9000, la norme qui donne les termes et définitions du SMQ, ils disent que les parties intéressées sont toutes personnes ou organismes capables d'influencer ou être influencés par notre activité. Et donc, il faut tout d'abord identifier toutes les parties intéressées avec une liste exhaustive lors d'une réunion, par exemple, ou d'un brainstorming. Et donc, une fois identifiées ces parties intéressées, il faut identifier les parties intéressées pertinentes pour notre SMQ. On peut les regrouper selon 5 axes. Les parties intéressées fournissant, ce sont les fournisseurs. Attendant, ce sont les clients. Imposant, c'est l'État. Participants, ce sont les collaborateurs. On ne peut pas dire employés dans cette situation. Maintenant, on parle du système managériel participatif, donc on doit dire les collaborateurs au lieu d'employés. Et donc, le dernier axe, ce sont les investisseurs ou les investissants, ce sont les actionnaires. Donc, une fois qu'on regroupe ces parties intéressées, il faut déterminer les parties intéressées pertinentes. Il y en a deux méthodes. La première, c'est la grille de Mitchell. C'est un choix stratégique. On peut déterminer ces parties intéressées pertinentes avec deux critères qui sont l'intérêt et le pouvoir. On peut mettre des plus et des moins, c'est-à-dire le plus intéressant est celui qui a le plus de pouvoir, le moins intéressant, celui qui a le moins de pouvoir. Et on peut voir qu'on peut déterminer ces parties intéressées pertinentes avec ce choix stratégique. Il existe encore une autre méthode qui est la matrice d'importance-influence ou impact-influence, on peut l'appeler comme on veut. C'est une matrice qui utilise des cotations, des échelles de cotation de 1 à 5. Par exemple, si on a une partie intéressée qui prend le 1 pour
l'impact et 1 pour l'influence. 1 fois 1, c'est 1. Ça ne rentre pas dans la zone verte des parties intéressées pertinentes. Et donc, on peut déterminer ces parties intéressées pertinentes pour la première exigence du 4.2. Maintenant, on est arrivé à 3 exigences. La quatrième exigence du chapitre 4, qui est la deuxième du sous-chapitre 4.2, il faut déterminer les exigences des parties intéressées pertinentes. Cinquièmement et troisièmement de le chapitre 4.2, il faut encore surveiller et passer en revue les exigences des parties intéressées pertinentes. Donc, on passe maintenant au 4.3 qui est la détermination du domaine d'application du SMQ. Premièrement, il faut définir le périmètre de l'application du SMQ. Est-ce qu'on va appliquer cet SMQ sur tout l'organisme ou sur une partie de l'organisme? Deuxièmement, il faut prendre en compte ou en considération les enjeux internes et externes dans notre domaine d'application. Troisièmement, il faut prendre en considération également les exigences des parties intéressées pertinentes dans notre domaine d'application. Quatrièmement, il faut prendre en considération tous les produits et services fournis par notre organisme, sans exception. Cinquièmement, il faut appliquer les exigences de la norme ISO 9001 version 2015 sur tout le périmètre ou sur tout le domaine d'application du SMQ. Et dernièrement, il faut tenir à jour une information documentée sur le domaine d'application. Mais il reste une chose très importante, c'est le fait de justifier la non-applicabilité des exigences qu'on juge non applicables dans notre contexte et ils ne doivent pas influencer notre système management qualité. Le sous-chapitre 4.4, pardon, et le dernier, c'est le SMQ et ses processus. Tout d'abord, il faut établir, mettre en place, tenir à jour et améliorer un système management qualité. Deuxièmement, il faut déterminer les processus nécessaires pour notre système management qualité et leur application, c'est-à-dire comment ils s'appliquent dans notre système management qualité. Donc, on peut utiliser la fiche processus. Mais tout d'abord, il faut savoir que veut dire un processus. Un processus, c'est un ensemble d'activités corrélées ou interactives qui transforment des éléments d'entrée en éléments de sortie. Le troisième point, c'est déterminer ces éléments d'entrée et éléments de sortie. Quatrièmement, il faut déterminer la séquence et l'interaction entre ces processus. Cinquièmement, il faut maîtriser ces processus à l'aide d'outils qualité. Pour l'interaction et la séquence, on peut utiliser un diagramme de flux, par exemple, appelé flowchart, pour déterminer l'interaction et la séquence entre les processus. Après, et cinquièmement, il faut déterminer et s'assurer de la disponibilité des ressources pour ces processus. Sixièmement, il faut attribuer les responsabilités et autorités aux pilotes des processus. Septièmement, il faut déterminer les risques et opportunités de ces processus. Huitièmement, il faut évaluer ces processus et les modifier si nécessaire. Neuvièmement, il faut déterminer des opportunités d'amélioration ou améliorer en continu ces processus, non pas juste ces processus et les processus et le système management qualité. Enfin, il faut tenir à jour sous forme d'informations documentées les processus et leur fonctionnement et conserver une information documentée sur le fonctionnement des processus pour s'assurer que les processus délivrent les résultats attendus et prévus dans notre système management qualité. Et donc, pour l'information documentée, on peut utiliser la cartographie des processus. Comme ça,
On a pu faire le tour sur les 24 exigences du chapitre 4. Je vous donne rendez-vous dans une autre vidéo pour expliquer un petit peu le chapitre 5 du leadership qui entre dans toutes les phases du PDCA. C'est l'implication et l'engagement de la direction ou du leadership dans le fonctionnement du SMQ. Merci.